Bonsoir. Il y a un an, une affaire faisait scandale. On découvrait qu'un ministre de la République se faisait payer par l'État pour lui et sa famille un duplex de 600 mètres carrés à 2 pas des Champs-Élysées, montant du loyer 14 000 € par mois. Un an plus tard, nous avons voulu faire le point sur le fameux train de vie du pouvoir, un train de vie d'ailleurs que chaque nouveau gouvernement se promet de réduire. Alors, nos ministres sont-ils réellement mieux traités qu'à l'étranger? Quels sont leurs privilèges? Pour répondre à ces questions, nous avons enquêté pendant 6 mois. 6 mois, parce que le train de vie du pouvoir, ça reste encore aujourd'hui un sujet tabou. Comment cet argent public, c'est-à-dire le nôtre, le vôtre, est-il dépensé? À quoi ceux qui nous dirigent ont-ils droit exactement? Qui fixe les règles? Et y a-t-il des abus? Sommaire. Admirez bien la chaise du président de la République lors du 14 juillet, elle vaut 2 500 €. Et elle fait partie d'un des plus beaux trésors de l'État, le mobilier national. Voilà, vous approchez là du Saint des Saints. Un entrepôt caché qui regroupe des tapisseries comme celle-ci, estimées à 500 000 €, ou des œuvres plus contemporaines qui décorent les palais nationaux. Seulement voilà, beaucoup d'entre elles s'évanouissent dans la nature. Je n'ai aucun moyen de la retrouver, voilà, c'est perdu. Enquête sur les mystérieuses disparitions des œuvres d'art de l'État. Si vous aimez les appartements fin de siècle, vous adorerez ceux du ministère de la Justice. Bienvenue Place Vendôme, une des plus belles places du monde. Mais si vous les préférez plus modernes, direction le ministère des Finances. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est très gâtés. Les appartements des ministres font rêver, mais ils peuvent aussi causer leur perte. L'année dernière, Hervé Guémard devait démissionner de Bercy. Alors depuis cette affaire d'État, qu'est-ce qui a vraiment changé dans les logements de fonction des ministres ? Georges Frêche dirige le conseil régional de Languedoc-Roussillon d'une main de fer. Écoutez, du calme, plus on est gentil avec vous, plus vous en voulez, vous êtes comme un gosse. On vous donne ça, vous voulez ça. Comme les 22 présidents de région, il est devenu l'un des nouveaux hommes forts de la République qui ont parfois la folie des grandeurs. 4x4 de luxe comme voiture de fonction, des bureaux imposants à Montpellier, une ville qu'il a entièrement remodelée. À la région, il dispose d'un budget de 900 millions €. Cet argent est-il bien utilisé ? Dans la salle à manger du gouvernement suédois, pas de maître d'hôtel, c'est self-service et saucisses purées pour tous les ministres qui jalousent le train de vie de leurs homologues français. Bossé, t'entends ça? En France, chaque ministre a sa propre salle à manger et son chef. Et oui. Et pour les ministres suédois, pas d'appartement de fonction non plus, des bureaux sans faste et 30% de salaire en moins qu'en France. Suède, à quoi ressemble le train de vie d'un ministre au régime sec? Tout à l'heure, nous allons voir comment les ministres sont logés et à quoi ils ont droit exactement. Mais je vous propose d'abord de découvrir un privilège que partagent tous ceux qui nous gouvernent. À chaque fois qu'un ministre ou un préfet, par exemple, est nommé, il peut changer toute la déco de son bureau ou de son logement de fonction. À la différence de vous et moi, il n'a pas besoin d'aller dans un magasin. Lui, il peut se servir directement et gratuitement dans la plus belle réserve d'œuvres d'art et de meubles de notre pays. Cette caverne d'Ali Baba, c'est le mobilier national. Alors le mobilier national, c'est une institution qui a été créée sous l'Ancien Régime, au XVIIe siècle, du temps de Louis XIV. Quel trésor trouve-t-on dans ce lieu inaccessible aux citoyens? Nos ministres peuvent-ils tout choisir? Vous allez aussi découvrir que plus de 10% des œuvres du mobilier national ont disparu dans la nature. Alors pour quelles raisons? Où sont-elles passées? Et que fait l'État pour les récupérer? C'est une enquête de Christophe Laporte. Chasse au trésor dans les rues de Nantes. 2 tableaux appartenant à l'État ont été prêtés il y a très longtemps pour décorer cette petite église. Et ce jour-là, 2 femmes sont à leur recherche. Alors, nous cherchons 2 tableaux. À l'arrière-plan, Claude Allemand-Cosneau travaille pour le ministère de la Culture. Elle est accompagnée d'Irène Gilardot, représentante des services du patrimoine de la ville de Nantes. C'est en dépôt depuis quand? 1849 et l'autre 1843. Ils étaient en dépôt? Oui. Alors... Le temps passe, hein? Oui, mais alors, Voilà. on peut faire un tour des... On est amené à venir voir quand même. Oui, bien sûr. Et la chasse au trésor commence. Est-ce qu'il y avait des tableaux disposés sur des murs comme ça? Je ne sais pas. Les bâtiments des églises appartiennent pour la plupart aux communes. Elles sont décorées avec des objets provenant des réserves de la République. Il n'y a pas d'arrière cachée. Hein. Où conduit cette porte, s'il vous plaît?
Elle cherche une copie sans valeur et surtout une toile d'un artiste reconnu. Valeur estimée 40 000 €, propriété de l'État. Non, mais ça vaut la peine parce que des fois, les tableaux peuvent avoir été roulés et stockés n'importe où. Malheureusement, ça arrive. Mais pas de clé pour cette porte qui mène au clocher. Alors, il faut passer toute l'église au peigne fin. Il n'y avait jamais rien vu. La sacristie, les annexes, les placards, rien ne va être oublié. Ah oui, c'est un... Oh, excusez-moi, oui, c'est le placard des objets religieux. Ça, c'est Plein de choses, là. Non, là, ce sont des objets de petit format. Vous demandiez les coordonnées, là Non. Claude Allemand-Cosno cherche ses tableaux jusque dans les recoins les plus improbables. Non. Il y a même des toiles d'araignée. Il y a sûrement. Là, c'est la seule chose certaine. Non, visiblement pas de toile cachée. Bref, après une demi-heure de recherche, Je l'ai ouvert l'autre jour. Ah, ce sont les bannières. Voilà les bannières. D'accord. Pas de Ah bah oui, il y a tableau même la d'après forme. Raphaël. il faut bien se rendre à l'évidence. Pas de rouleau de peinture, visible en tout cas. Encore 2 œuvres qui ont disparu, dont une originale de valeur que l'on n'a aucune chance de retrouver. Je n'ai aucune image de cette œuvre, puisque c'est une composition originale, donc je n'ai aucun moyen de la retrouver. Mais donc on va probablement classer ce dossier ensuite, on va réfléchir en commission. Mais ça n'est pas une perte récente. Pertes et profits en fait. Voilà, c'est perdu. Voilà. Il y aurait comme ça plusieurs milliers de meubles anciens et d'œuvres d'art appartenant à l'État dont on a perdu la trace. En ce moment, la République a mobilisé quelques fonctionnaires pour essayer de retrouver ces biens. Des objets qui proviennent de ce qu'on appelle les collections nationales de la République, des administrations discrètes, dotées d'un patrimoine inestimable. De gigantesques réserves où sont conservés des milliers d'objets acquis par l'État depuis plus de 2 siècles. Du mobilier ancien, mais aussi des œuvres d'art contemporaines qui servent à décorer les palais nationaux, les préfectures, les ambassades. Nous avons voulu savoir comment fonctionnait cette institution et d'abord qui a droit à ces trésors. Ce 30 juin 2005, grand remue-ménage au ministère de la Mer. Le gouvernement vient de changer, un nouveau ministre s'installe. Il s'appelle Christian Estrosi, secrétaire d'État à l'aménagement du territoire. Comment allez-vous? Il est accueilli par son prédécesseur. Pour commencer, on fait d'abord le tour du propriétaire et aussi le tour du mobilier. Et alors, la particularité, c'est que tu as un globe terrestre qui fait partie des quelques globes réalisés par le président Mitterrand. On découvre ici Latché et un peu plus loin Solutré. Et ce sont les seuls globes terrestres sur lesquels figurent Latché et Solutré. Donc ça te permettra de méditer En matière d'aménagement du territoire. C'est une forme d'aménagement du territoire très personnelle, il faut bien le dire. Comme tout ministre qui emménage, Christian Estrosi aura le droit de choisir son mobilier. Style moderne ou ancien, il pourra meubler son bureau selon ses goûts. Il aura le choix, car il y a dans les réserves de la République largement de quoi satisfaire les envies de chaque ministre. À chaque fois qu'un nouveau gouvernement prend ses fonctions, dans la cour des ministères, c'est la valse des camions de déménagement, comme ici à Matignon. À l'époque, Jean-Pierre Raffarin avait conservé le bureau de son prédécesseur Lionel Jospin, un meuble contemporain en bois de sycomore, signé d'un célèbre designer. Mais Dominique de Villepin a préféré changer. Il a opté pour ce bureau en acajou et bronze doré, style empire. Et pour les ministres qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, il y a moyen d'avoir des conseils de haut vol. Le mobilier ancien, c'est le rayon d'Édith Dausser. Diplômée en histoire de l'art, c'est elle qui depuis 10 ans répond aux demandes des ministres. Ce matin-là, elle se rend au ministère de la Culture. Bonjour, mesdames. Mobilier national. Est-ce que vous pourriez prévenir Monsieur Salé et Monsieur Rémy? Nous avons un rendez-vous pour regarder le salon Mérimée. Le mobilier national est arrivé pour Frédéric Salé. Ah,
bonjour monsieur. Sa visite va mobiliser non pas un, mais 2 responsables de l'intendance. Allons-y. Le ministre a réclamé une nouvelle table de réunion plus chic pour ce petit salon bibliothèque. Oh, mais en effet, c'est un très bel endroit. En effet, c'est un très joli lieu, et puis la présence de ces livres confère toujours beaucoup de charme aux pièces. Évidemment, la vue est très belle. On redonne directement sur les jardins et sur les collines. Ah oui, c'est très agréable. Alors, est-ce que vous avez toujours le même nombre de participants aux réunions? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir moins de 25 personnes? Est-ce qu'au contraire, vous passez un nombre supérieur de participants? Non, ça c'est variable, maximum 30 personnes. Maximum 30 personnes. Et pour réunir ces 30 personnes, voici ce qu'il y avait jusqu'à présent. Des tables, des plateaux en bois tout à fait classiques, administratifs. C'était quand même une table qui avait un volume intéressant et donc qui permettait au quotidien de tenir les réunions de travail. Alors on a envie de vous demander, mais pourquoi changer dans ce cas, si tout allait bien? L'idée était évidemment intéressante d'associer la création contemporaine dans cette salle de réunion qui est régulièrement utilisée par le ministre et qui sert en quelque sorte de vitrine à la création contemporaine. Voilà. Alors, je vais vous proposer... Voici donc ce que leur propose à la place la conseillère en ameublement. Je vous ai amené une photo de cette table et la grande invention est évidemment que les pieds peuvent se transformer en allonge. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien comment... Une table d'un style tout à fait contemporain qui n'existe qu'en un seul exemplaire. Cette table... C'est très bien, c'est le bleu culture. C'est le bleu culture, donc vous voyez comment... Et en plus, elle est de la même couleur que le logo du ministère. Pour les chaises, Edith Dosser propose carrément d'acheter une trentaine de créations en plexiglas d'un grand designer. Voilà la forme de cette chaise d'après Philippe Starck. Et là, je pense qu'il peut y avoir un mariage, peut-être audacieux, certainement, mais qui serait élégant et... Moi, ça, je vais le soumettre à la fois au directeur de cabinet puis au ministre. Donc ça, bien sûr. Changer une table au ministère, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Après une demi-heure de discussion à 3, il faudra finalement attendre encore le feu vert du ministre et plusieurs échanges de courriers. Pourtant, la table se trouve dans une réserve pas très loin de là. Paris, 13e arrondissement. Ce bâtiment en béton abrite les collections du Mobilier National, une administration créée par Colbert au XVIIe siècle, le garde-meuble de la République. Ah mais il est là qu'on est bête. Allez, on descend. Arnaud Brejon de Lavernier est directeur des collections du Mobilier National. Là, on va dans une réserve, tout. Ici, ministres et présidents se fournissent en meubles de prestige. Il nous a fallu des semaines avant de pouvoir pénétrer avec une caméra dans ces réserves sur lesquelles ils veillent jalousement. Et là, nous entrons donc dans une réserve donc de 400 mètres carrés qu'on appelle la réserve des tapisseries et tapis. C'est une réserve qui est en fonction donc depuis 1937, donc l'année d'ouverture donc du bâtiment. Ça ressemble au stock d'un marchand de tapis, mais ne vous y trompez pas, tout ce qui est entassé sur ces rayonnages vaut des fortunes. Héritage de l'histoire, production maison et même acquisition sur des ventes aux enchères comme cette tapisserie du 17e achetée à New York, estimée aujourd'hui à plus de 500 000 €. Et quelques étages plus haut, du côté de la réserve de meubles, on n'est pas en reste non plus. Voilà, vous approchez là du Saint des Saints, le cœur un peu, le cœur du cœur de cette maison. La réserve de chaises, c'est le péché mignon de M. Brejon. Il a une passion toute particulière pour les sièges qui ont appartenu à des grands hommes de l'histoire de France. Voilà, c'est le meuble, le fauteuil qui a servi donc, pour Napoléon. Et avouez que c'est quand même palais l'Élysée, avouez que c'est quand même profondément émouvant. Chaises, fauteuils, armoires, lustres ou commodes, le Mobilier National détient au total 100 000 pièces. Beaucoup sont de grande valeur. Les 2 tiers se trouvent en ce moment dans les palais de la République. Ministères, préfectures, ambassades, toutes les administrations d'État peuvent en demander, mais il y en a une qui a priorité sur toutes les autres, c'est le palais présidentiel. La mission donc, numéro 1 donc, de cette maison, c'est nous sommes donc, au service donc, du palais de l'Élysée. Et si une demande donc,
est formulé, et bien donc la maison l'examine et répond favorablement. Et non content de conserver des objets acquis par l'État au fil des ans, le Mobilier National en fabrique aussi. Ces chaises, par exemple, qu'on emballe précieusement, ont été créées à la demande de l'Élysée en l'an 2000. Elles ne sortent des réserves qu'une fois dans l'année pour la tribune présidentielle du 14 juillet. Voilà, on va vous l'installer pour que vous voyez donc vraiment la pureté de la ligne. Voici le fauteuil du président de la République, une coque d'un seul tenant en bois précieux d'Amérique du Sud, recouvert d'un siège en cuir. Un modèle contemporain qui vient remplacer ces chaises d'un style plus monarchique, tout en dorure et en velours rouge. Ces images datent de 1995 et sous les pieds du président, il y avait même un tapis assorti créé spécialement. 10 ans plus tard, le style est plus sobre. Mais ces 40 sièges ont tout de même coûté 2 500 € pièce et ils ne sortent qu'une fois par an pour le 14 juillet, tout comme le nouveau tapis bleu électrique qui lui a coûté 100 000 €. Avec ces commandes de l'État, le Mobilier National permet de conserver des emplois d'artisans hautement qualifiés qui sans lui auraient sans doute disparu. Ils sont 250 à travailler ici, budget annuel 3 640 000 €. Pour remplacer un tapis qui était usé dans un salon de réception, l'Élysée en a commandé un autre. Il n'est pas encore terminé, mais il a déjà nécessité 6 ans de travail pour 5 personnes et un coût pharaonique, plus de 400 000 €. L'État fabrique donc des œuvres d'art, mais il en achète aussi. Nous retrouvons Claude Allemand-Cosneau, qui a la charge des collections d'art contemporain. Sur ses rayonnages, des dizaines de tableaux du 19e siècle à nos jours. Des réserves qui grossissent chaque année, car l'État achète des œuvres pour soutenir la création contemporaine. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Encore un peintre français. Une œuvre de Bernard Pifaretti. Voilà. Une grande peinture. D'un artiste d'origine chinoise, Ming. En haut, une œuvre de Ben, acquise il y a certainement un certain nombre d'années, je ne sais pas quand. Ça m'étonnerait que quelqu'un veuille nous l'emprunter. Ici, il ne s'agit pas uniquement de meubler les palais nationaux, mais aussi de faire du mécénat. Chaque année, l'État dépense 3 millions € dans de nouvelles acquisitions. Par comparaison, un grand musée d'art moderne comme Beaubourg est doté de seulement 1 million de plus. Aujourd'hui, c'est justement le jour où se réunit la commission d'achat des œuvres d'art. Autour de cette table, des fonctionnaires du ministère de la Culture, un critique d'art et un collectionneur privé. Ce sont eux qui vont décider quelles œuvres l'État va acheter cette année. Mais je vous rappelle que le budget ne nous le permet pas. Ce jour-là, ils vont dépenser 700 000 €, presque le tiers de leur budget. Des œuvres ont été présélectionnées. Elles sont présentées avec à chaque fois un petit topo sur l'artiste et son œuvre, morceau choisi. Il est d'ailleurs diplômé sur la géologie arctique du Quaternaire, une peinture qui ne se veut ni romantique ni de paysage, et qui est, je crois, une méditation sur les catégories esthétiques, faite de strates, de rythmes, de plages, ou de ce que lui-même appelle des détails agrandis. Après 15 minutes d'exposé, la commission a voté oui pour ce tableau jaune acheté 80 000 €. Pendant 2 jours, elle va se prononcer sur les œuvres de 42 artistes. C'est maintenant le tour d'un grand classique de l'art contemporain, le monochrome. L'artiste est américain et si l'on en croit son catalogue, c'est un spécialiste du genre. Olivier a raison, c'est une œuvre qui suppose bien évidemment une forme de contemplation et de méditation absolument essentielle. Je pense que ces œuvres nous encouragent à éprouver la couleur non comme simple surface, mais aussi comme phénomène livré entièrement à la vision et résistant au langage. Surtout la transparence des couches de peinture qu'on devine, c'est extrêmement subtil.
Ce n'est pas un monochrome ennuyé. Là encore, la commission vote oui. Le monochrome rouge est désormais propriété de l'État pour la modique somme de 24 500 €. Mais une fois achetées, ces œuvres resteront-elles longtemps dans le patrimoine de l'État? Car on l'a vu, il y a aussi des disparitions. Un scandale dévoilé par un rapport de la Cour des comptes en 1997. L'État gère mal ses collections de mobilier. On y parle de grande négligence dans la gestion des œuvres d'art prêtées aux administrations. Partout où des œuvres ont été laissées en dépôt, on constate des disparitions d'objets de valeur, y compris dans les palais de la République les plus insoupçonnables. À l'Assemblée nationale, par exemple, cette table basse en sycomore de 1950, cette bergère en acajou époque Empire, ce portrait de la comtesse d'Orsay fin 18e ou encore cette sculpture contemporaine de Gérard Garouste, tous disparus. Ces objets sont les seuls pour lesquels on dispose de photos, mais la liste est bien plus longue. Il y a plus d'une trentaine d'objets déclarés perdus. Alors l'État s'est décidé à mettre de l'ordre dans tout ça. Il a créé une commission de récolement des œuvres d'art, c'est-à-dire une sorte de commission d'enquête chargée de retrouver ces objets disparus. Elle est dirigée par Jean-Pierre Badi, un magistrat de la Cour des comptes. Ce qui l'agace, c'est la négligence des administrations. Lui, il enquête, il porte plainte, il veut marquer le coup à chaque disparition. Beaucoup d'administrations avaient pris l'habitude, et je le dis vraiment à regret, et je suis obligé de le dire, de classer les dossiers, je veux dire, de constater la disparition, mais de ne pas s'en préoccuper davantage. Lorsque nous demandons à déposer plainte, c'est pour que les administrations concernées s'impliquent et considèrent qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état, qu'il y aura une enquête de police et qu'on viendra interroger les responsables au sens large du mot de l'œuvre, des conditions de sa disparition. Cela fait 8 ans que la commission de M. Badi recense tous ces objets. Un vrai travail de fourmi. Car il y en a 180 000 prêtés par l'État depuis 2 siècles un peu partout en France. Retour à Nantes avec Claude Allemand-Cosneau. De ce dossier orange, elle sort le seul indice qu'elle possède. Pas exactement. C'est pas exactement ça. Non. Elle cherche une sculpture métallique prêtée à la ville il y a 10 ans. Hop là. L'œuvre est censée se trouver dans un jardin public, mais lequel? D'après la photo dont elle dispose, ce devrait être celui-ci, mais elles n'en sont pas vraiment sûres. C'est pas le même système de charpente. Pas la même charpente. De toute façon... Voici l'objet en question, une pelote en fil de cuivre d'1 mètre de diamètre. Quoique, ça n'est pas très loin, mais... C'est quand même pas très loin. C'est quand même pas très loin, mais non, ça n'est peut-être pas ça. Mais il n'y a pas ce système de bardage. Voilà, ça. oui. Donc là, vous avez une photo. Vous savez que cette œuvre, elle est en dépôt dans la ville de Nantes, mais vous ne savez pas où. Non. Je ne sais pas dans quel endroit public. C'est un patrimoine qui doit absolument pas disparaître, mais il n'a certainement pas disparu, mais simplement, où est-il caché? Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un petit malin qui l'aurait emporté pour la vendre à un ferrailleur au prix du cuivre? Non, ça, je n'ose pas croire ça. Je n'ose pas croire ça du tout. En même temps, il y a l'air d'y avoir quand même des passages, des galets, de l'eau. Ça commence quand même à m'inquiéter. Plus personne à la ville de Nantes ne sait où se trouve cette boule de cuivre. C'est pourtant le genre d'objet qui ne passe pas inaperçu. Leur dernière chance, faire appel à la mémoire de l'ancien directeur des espaces verts de la ville, aujourd'hui à la retraite. Vous êtes peut-être la seule personne qui pouvait nous aider. Nous butons sur la recherche d'une sculpture qui est une sphère en fil de cuivre. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça ne vous dit rien? En 89, il n'y avait pas de sculpture d'art contemporain dans l'espace. Mais là encore, chou blanc. Cette pelote de cuivre semble bel et bien s'être volatilisée dans la nature. À moins que ce soit le parc des expositions.
Mais le parc de la Beaujoire? Je ne sais pas, moi. Depuis que le recensement des œuvres a commencé il y a 8 ans, le constat est accablant. 15% des objets prêtés par l'État ont disparu. C'est énorme et très embarrassant. Ces pertes représentent sans doute beaucoup d'argent. À l'Assemblée nationale, un seul exemple, un ensemble de bureaux avec chaises et fauteuils, estampillés Ruhlmann, le pape de l'art déco des années 20, a disparu. Il est estimé à 1 million d'euros au bas mot. Il appartient au mobilier national, comme 150 autres pièces rares égarées. Quelle est la valeur totale des objets disparus? Nous avons posé la question à Bernard Schotter, l'administrateur général. Une interview réalisée sous la surveillance de ces 2 attachés de presse du ministère de la Culture. Et pour l'obtenir, nous avons été obligés de fournir les questions 2 semaines à l'avance. Sur une feuille de papier, vous êtes présent dans la commission de récolement pour décider si oui ou non on porte plainte et évaluer donc la valeur de la pièce. Vous devriez avoir une idée en fait de la valeur des pièces qui ont disparu. Oui, mais je n'ai pas fait le total des œuvres dont nous parlons, donc je ne peux pas vous en donner. Ah, pourtant je vous ai envoyé des questions il y a à peu près d'une semaine, voire 2. Ça laissait largement le temps de faire le total. Non, je n'ai pas eu le temps de faire le total. On pourra avoir une idée de ce total? Écoutez, il faut qu'on voit avec la commission de récolement. C'est elle qui gère cette procédure. D'accord. Alors, où sont passés ces objets? Il y a les pertes dues aux dommages de la Deuxième Guerre mondiale, les incendies, mais aussi les vols. Récemment, sur un catalogue de vente aux enchères, Claude Allemand-Cosneau est tombé sur un buste en pierre provenant de ses réserves. Voilà. Il était prêté au musée de Romorantin en Sologne depuis de nombreuses années. En 1998, quand on a fait le récolement, on a constaté qu'il n'y était plus. Il avait donc été volé à une date inconnue de nous, à l'occasion de je ne sais pas quelles circonstances. Et c'est une œuvre qui est évidemment en toute bonne foi passée en vente chez Tajan le 16 mars, que nous avons pu arrêter. Donc elle réintégrera nos réserves. L'État n'a pas porté plainte et le vendeur de cette sculpture n'a pas été inquiété. Mais retrouver un objet disparu relève du véritable miracle. Pour l'année 2004, sur les quelques 27 000 objets perdus ou volés, seule une centaine a refait surface. Nous allons maintenant nous intéresser au dossier sans doute le plus sensible de cette émission, le dossier des logements de fonction. 1 an après la fameuse affaire Guémard, nous avons voulu savoir où et dans quelles conditions nos ministres étaient logés. On ne peut pas vraiment dire que la transparence soit totale en la matière, puisqu'il nous a fallu plusieurs mois d'enquête pour obtenir ces informations. Nous nous sommes heurtés à beaucoup de portes fermées. Alors 1 an après, les choses ont-elles changé? Comment nos ministres sont-ils logés? Les règles sont-elles bien respectées? C'est une enquête de Benoît Bertrand-Cady. C'est une première dans l'histoire de la République. Le 25 février 2005, le ministre des Finances, Hervé Guémard, est contraint de démissionner pour une histoire d'appartement de fonction. La presse a révélé que l'État lui louait un luxueux duplex de 600 mètres carrés pour un loyer de 14 000 € par mois. L'appartement se trouvait dans cet immeuble, à 2 pas des Champs-Élysées. En soi, rien d'illégal, mais le ministre préfère se retirer car l'opinion publique est choquée. Non mais 600 mètres carrés, il y en a qui dorment dans les rues, c'est incroyable. On est dans une époque, c'est bien ou quoi? Ça reste bien, en sachant que bon, c'est la crise du logement. Lorsqu'on loge ministre, c'est de l'argent public qui est dépensé et on doit rendre compte de l'argent public, on doit être précis sur l'argent public. Quand le gouvernement dit aujourd'hui il faut de la transparence, oui, mais on veut bien, on attend de voir. On attend de voir justement. De la transparence. Pour savoir comment nos ministres sont logés, qui fixent les règles et qui contrôlent, il nous a tout de même fallu plusieurs mois d'enquête et à l'arrivée, quelques surprises. Notre histoire débute dans les beaux quartiers de Paris. Le 7e arrondissement, là où sont regroupés la plupart des grands ministères. Des hôtels particuliers où les ministres travaillent et où certains d'entre eux habitent. Historiquement, seuls les membres les plus importants du gouvernement, comme par exemple Matignon, la Défense, l'Intérieur ou les Affaires étrangères, étaient logés sur place. Car autrefois, il n'y avait pas de téléphone portable. Ces ministres devaient pouvoir être rejoints à toute heure du jour et de la nuit. Et la tradition est restée. Aujourd'hui, 14 ministres habitent un logement, propriété de l'État. Alors qui sont parmi eux les mieux logés?
Dans le haut de gamme, il y a par exemple le ministère de l'Intérieur, la place Beauvau. En 2002, Cécilia Sarkozy avait accepté qu'une caméra la suive dans l'appartement de fonction. Grande pièce, belle hauteur sous plafond, le logement fait près de 200 mètres carrés. Dans le grand standing, si vous préférez le moderne, choisissez plutôt Bercy. Derrière ces fenêtres, il y a 3 appartements de fonction réservés au ministre des Finances, à celui du commerce extérieur et à celui du budget. Il y a 1 an et demi, Alain Lambert était encore ministre du budget et occupait l'un de ces appartements. En dehors des livres de comptes, M. Lambert a un péché mignon, il adore faire des photos. Voici quelques souvenirs de son logement de fonction à Bercy. Voilà le salon. Vous avez ici un piano, et le salon qui est totalement entouré de murs de verre, si j'ose dire. Et vous êtes sur la scène, vous avez l'impression d'être sur un paquebot, quoi. Ça, c'est une toute petite salle à manger dans laquelle vous prenez votre petit déjeuner le matin. Combien de mètres carrés fait cet appartement, en fait? 200, je crois. Ah non, vous êtes très bien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est très gâtés. Et si c'est une vue que vous recherchez, voici sans doute la plus prestigieuse. La place Vendôme, là où se trouve l'appartement de fonction du ministère de la Justice. En 2002, Dominique Perben, alors garde des Sceaux, avait accepté d'ouvrir les portes et les fenêtres de son ministère à une caméra de télévision. Bienvenue Place Vendôme, une des plus belles places du monde, construite par Louis XIV. Là, on est dans un salon qui est le salon un petit peu de réception, où je reçois en particulier beaucoup de parlementaires, beaucoup de magistrats, les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. À côté, il y a une salle à manger. L'appartement se trouve derrière ces salons. Et c'est Madame Perben en personne qui nous le fait visiter. Toutes les pièces de l'appartement donnent sur la place Vendôme, qui est un endroit complètement magique. C'est l'endroit où on vit, donc c'est une pièce qui a moins de dorures. Mais les pièces vraiment privées du ministère de la Justice, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on a juste 2 pièces. Bref, c'est très beau, mais pas immense. Et oui, les ministres qui ont les plus grands appartements ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Le champion toute catégorie, c'est le ministre délégué aux anciens combattants, Amlaoui Mekachera. Son appartement se trouve dans cette aile de l'hôtel des Invalides. Selon nos informations, il mesure environ 250 mètres carrés. À l'opposé, voici maintenant l'un des logements de fonction les plus petits. Certes, il bénéficie d'un grand jardin, celui de l'hôtel Matignon, mais l'appartement privé des Villepin ne fait que 80 mètres carrés. Voici donc pour ceux qui sont logés sur leur lieu de travail. Mais ce n'est pas le cas de tous les ministres. On l'a découvert l'an dernier, certains louent un appartement aux frais de la République. Et en matière de location, pendant longtemps, il n'y avait pas de règles. Tout change en 1990 avec Michel Rocard. Il est le premier chef de gouvernement à réglementer la location des appartements des ministres en rédigeant une circulaire. Elle précise que seuls les membres du gouvernement qui n'ont pas d'appartement dans leur ministère ou pas de logement personnel sur Paris peuvent en louer un. La circulaire ne donne en revanche aucune limite de superficie ni de prix. Alors selon quels critères les ministres qui y ont droit choisissent-ils leur appartement en location ? Il y a d'abord le genre modeste. Françoise Ostalier était ministre en 1995 dans le premier gouvernement d'Alain Juppé. C'était une jupette. Avant sa nomination, elle était députée du Nord. Elle ne dormait que 2 fois par semaine sur Paris. Problème, à son arrivée au gouvernement, aucun logement de fonction n'est prévu pour elle. Alors prise de court, elle décide de squatter son bureau de l'Assemblée occupé aujourd'hui par un autre député. Donc ici, le long du mur ici, à peu près jusque là, donc il y avait un canapé lit. Ici, donc mon bureau était un peu plus en arrière, donc, mais dans la même disposition, avec une petite table aussi comme ça. Et puis là, j'avais le bureau de mon assistante ici. Voilà. Et puis le petit cabinet de toilette, effectivement, comme ça aussi, où j'avais mis ma cafetière. Voilà. Pendant 15 jours, Madame la ministre fait donc du camping aux frais de l'Assemblée. Il lui fallait donc d'urgence trouver un autre logement. Son chef de cabinet opte alors pour une autre solution originale. Ce sera dans le 15e arrondissement, face au métro aérien, dans cette résidence hôtelière.
Petite séquence nostalgie avec la maîtresse des lieux. Alors, la surprise. Voilà. Donc souvenir. Dans le genre logement somptuaire, on a déjà vu mieux. Il y avait une petite salle à manger, le salon, la télévision, la cuisine qui donnait de l'autre côté, mais bon, sur le couloir, oui. Mais équipée de la même manière, c'est bien. Hein. Ouais. C'est vraiment une cuisine qui est entièrement aménagée. Très pratique. Et puis il y avait de la vaisselle aussi. Exactement. Voilà, c'est ça, oui. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez en plus recevoir du monde. Oui, je n'avais pas la cocotte minute. La chambre à coucher, donc avec un grand lit et de nombreux rangements. Ah, très bien. À l'époque, ce 2 pièces pas vraiment luxueux coûtait tout de même près de 13 000 francs par mois. Qui sont donc séparés de la salle de bain. C'était pareil, oui, tout à fait. Oui. C'était mon ministère qui payait, oui. Qui était autonome en fait pour décider du logement des secrétaires d'État et du ministre et qui réglait la facture. Mais attention, tous les ministres ne choisissent pas des logements aussi modestes. Quand il arrive au ministère des Finances en 2004, Hervé Guémard n'est pas tout seul. La famille compte 8 enfants et l'appartement du ministère est jugé inadapté pour tous les accueillir. Du coup, le ministre demande à ses services de lui trouver un appartement plus grand. Ce sera le fameux duplex au 4e et 5e étage de la rue Jean Goujon. On n'en connaissait que la façade. Voici pour la première fois une visite de l'intérieur. Des pièces de réception spacieuses. Un couloir qui n'en finit pas. Il y a au total 15 pièces, avec 10 chambres, 8 salles de bain, avec baignoire ou douche. L'appartement compte également de nombreux rangements. Au total, 590 mètres carrés pour un loyer de 14 000 € par mois. Mais Hervé Guémard était à l'époque aussi propriétaire d'un logement de 250 mètres carrés en plein cœur de Paris, logement qu'il avait mis en location. Il était urgent pour le gouvernement de réagir. Le gouvernement a voulu désamorcer au plus vite la polémique. Dès hier soir, Jean-Pierre Raffarin a modifié les règles sur les logements de fonction des ministres. Jean-Pierre Raffarin veut mettre une bonne fois pour toutes les choses au clair. Il rédige donc une nouvelle circulaire. Elle précise cette fois que les ministres qui louent un appartement auront droit à 80 mètres carrés, plus 20 mètres carrés par enfant à charge. Raffarin veut mettre une bonne fois pour toutes les choses au clair. Il rédige donc une nouvelle circulaire. Elle précise cette fois que les ministres qui louent un appartement auront droit à 80 mètres carrés, plus 20 mètres carrés par enfant à charge. Un an plus tard, cette règle est-elle respectée? Officiellement, 11 ministres disposaient il y a un an d'un logement loué par l'État. Ils sont 4 aujourd'hui. Gérard Larcher, le ministre délégué à l'Emploi, Christian Jacob, le ministre de la Fonction publique, Philippe Bas, à la Famille, ou encore Azouz Begag, le ministre délégué à l'égalité des chances. Selon Matignon, tous ont une superficie conforme à la circulaire Raffarin. Mais aucun d'entre eux n'a souhaité nous faire visiter son appartement. Un ministre, ce n'est pas un locataire comme les autres. Alors comment s'y prennent-ils pour rechercher un logement? Eh bien, comme tout le monde, il passe par une agence. Nous sommes dans le 7e arrondissement de Paris. Bruno Hassen est agent immobilier. Il y a un peu plus d'un an, il reçoit un coup de téléphone inhabituel. Un collaborateur de Jean-François Copé, le ministre du Budget. Ça n'arrive pas tous les jours. J'ai été surpris parce que déjà je pensais que ces gens avaient, qu'ils avaient déjà des appartements, même on sait que l'État a des biens immobiliers un peu partout, et je pensais qu'ils avaient quand même des appartements, qu'ils n'avaient pas besoin de passer par en tout cas ce circuit pour chercher un appartement. Donc c'est vrai que j'ai été surpris de recevoir un coup de fil du ministère du Budget, d'un monsieur très sympathique d'ailleurs, qui me dit voilà, et en plus qui est tout à fait correct, parce qu'il y a des gens qui ne le font pas, qui dit voilà, je cherche pour monsieur Copé, le ministre du Budget, un appartement en location, voilà. L'appartement, un 6 pièces de 230 mètres carrés, se trouve au 2e étage de cet immeuble, à 2 pas de la Seine. Un quartier ultra chic qui explique le montant du loyer, 6 000 € par mois, charges comprises. En théorie, pour ce genre d'appartement, les propriétaires demandent de nombreuses garanties. Mais pour le ministre, les choses ont été beaucoup plus simples.
On n'a pas eu de feuille d'imposition, enfin ce que demandent les propriétaires habituellement, c'est-à-dire feuille d'imposition, bulletin de salaire, carte d'identité, carte de sécu, enfin voilà. En plus, la plupart des propriétaires cherchent le dossier, l'ultime dossier, le meilleur des dossiers. Je me suis dit là, la plupart, enfin vous le savez, les propriétaires veulent louer à des fonctionnaires, des gens. Là, on avait le fonctionnaire, donc voilà, je me suis dit après tout, pourquoi pas. Seulement voilà, être ministre comporte beaucoup d'avantages, mais aussi quelques inconvénients. Par exemple, la précarité de l'emploi. Ils peuvent tous sauter du jour au lendemain leur appartement de fonction avec. Du coup, les services du ministère qui ont rédigé le bail de Jean-François Copé ont revu à la baisse le préavis de 3 mois pour quitter l'appartement, comme pour n'importe quel salarié licencié. Dans l'hypothèse de la cessation des fonctions gouvernementales de M. Copé, ce délai de préavis sera ramené à 1 mois. En l'occurrence, le propriétaire n'a pas eu de chance. Son ministre locataire devra quitter les lieux au bout de 6 mois seulement. Jean-François Copé n'a pourtant pas perdu son job, mais comme Hervé Guémard, il possédait déjà un appartement à Paris. Or, cette circulaire de 2002 signée Jean-Pierre Raffarin rappelle la règle édictée par Michel Rocard. Seuls les membres du gouvernement ne disposant pas d'un logement à Paris peuvent en louer un aux frais de l'État. Reste une dernière question. Un ministre peut-il faire à sa guise des travaux dans son logement de fonction ? Avant d'être à Bercy, Hervé Guémard était en 2002 ministre de l'Agriculture. Il s'installe alors avec toute sa famille dans ce superbe hôtel particulier situé dans les jardins du ministère. Sur ces photos, on peut voir à quoi l'appartement ressemblait à l'arrivée du ministre. Environ 150 mètres carrés, une décoration classique, mais sans charme particulier. Après travaux, cela n'aura plus rien à voir. La salle à manger a été repeinte en rouge. Sur le mur, une fresque représentant un paysage de la Savoie, circonscription du ministre. La chambre a été modernisée. Le mobilier acheté chez un célèbre créateur parisien. Et la salle de bain entièrement refaite. Selon nos informations, ces aménagements ont coûté 396 000 € payés par le ministère de l'Agriculture. Et en matière de travaux, personne ne contrôle. Chaque ministère gère son argent comme il l'entend. Mais il y a tout de même un petit problème. Car il y a certaines règles à respecter dans ces bâtiments, souvent classés monuments historiques. Prenez par exemple Matignon. En 1999, Lionel Jospin, alors Premier ministre, a demandé qu'on lui fasse installer une petite cuisine dans son appartement de fonction. Car auparavant, en cas de petite fringale nocturne, il fallait descendre dans ces grandes cuisines pour se préparer quelque chose pas vraiment pratique. On a beau être Premier ministre, on ne peut pas faire ce que l'on veut. L'hôtel Matignon est classé monument historique, chaque pièce est protégée. Alors pour sa cuisine, Lionel Jospin a donc dû faire appel à l'architecte en chef des monuments historiques, dont le bureau se trouve ici, à l'Opéra Garnier. Alain-Charles Perrault possède ce titre prestigieux depuis 23 ans et il a réalisé de nombreux chantiers à Matignon, parmi lesquels la fameuse cuisine de l'ancien Premier ministre. La cuisine elle est très simple, il y a donc il y avait une table centrale dans laquelle on a justement mis, je crois, si je me souviens bien, une plaque à côté de la table et puis des éléments en L dans lequel justement il y avait les rangements de base, un frigidaire et puis un four pour faire la cuisine. Bon, alors je vais regarder les... Mais faire appel à un architecte des monuments historiques, c'est contraignant et ça prend du temps. Car pour préserver l'intégrité des vieilles pierres, il étudie chaque détail à la loupe. Bref, il ne laisse pas faire n'importe quoi. La logique, en effet, et la loi attire en permanence l'attention sur ce degré de qualité d'un monument historique et sur le fait qu'il faut qu'il soit traité d'une manière tout à fait particulière. Mais quand on est ministre, justement, on le sait, on l'appréhende bien, on le comprend bien. Pas toujours, semble-t-il. Souvenez-vous, le ministère de l'Agriculture. Comme Matignon, cet hôtel particulier du XVIIIe siècle est classé monument historique.
Or, selon nos informations, aucune autorisation de travaux n'a été demandée pour refaire l'appartement de fonction du ministère. Nous avons contacté Hervé Guémard à ce sujet, mais il n'a pas souhaité répondre à nos questions. 1 an a passé depuis la polémique sur les logements de certains ministres, mais le dossier reste sensible. Aujourd'hui, sur les 32 membres du gouvernement, seuls 18 occupent un appartement de fonction. Mais aucun d'entre eux ne nous a autorisés à le filmer. On ne peut pas dire que les ministres soient vraiment transparents. Pourquoi un tel silence, Roselyne Bachelot? Merci d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Vous êtes députée au Parlement européen. Vous avez été ministre sous le gouvernement Raffarin, ministre de l'écologie, pendant 2 ans. Comment vous expliquez cette opacité de la part des ministres concernant leur logement de fonction? Je pense qu'on ne s'est pas remis d'avoir guillotiné notre roi en 1793 et qu'on vit toujours sous une conception qui veut que le pouvoir s'accompagne des ors et puis d'un décorum. Et c'est véritablement le challenge qui nous attend, c'est de faire de notre pays une démocratie moderne. S'il y a une perte de confiance entre les citoyens et leurs gouvernants, c'est aussi parce qu'ils ont le sentiment qu'on leur cache des choses, et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs on les cache. Que je sache, les ministres n'ont pas piqué dans la caisse, du moins pour la plupart. Mais alors pourquoi ça te gêne? Ils culpabilisent? Elle est totalement incompréhensible. Mais d'après vous, c'est de la culpabilité? Peut-être, une sorte d'habitude totalement incompréhensible, et on aurait tout à gagner à jouer dans la transparence. Alors vous, quand vous avez découvert votre logement de fonction au ministère de l'écologie, est-ce que c'était un logement plutôt haut de gamme ou plutôt bas de gamme? C'était un très très beau logement, puisque c'était un logement au 6e étage du plus beau quartier de Paris, dans le quartier des Invalides, dans le 7e arrondissement, à 200 mètres donc des Invalides. Combien de mètres carrés? Je ne me rappelle pas, mais qui devait faire pas loin de 200 mètres carrés et qui était avec des grandes baies vitrées. Et quand j'ai vu cet appartement, j'ai demandé à le visiter, bien entendu, pour voir un petit peu dans quoi j'aurais pu habiter. Pourquoi vous n'y aviez pas habité? Non, c'était une décision que j'avais prise dès mon arrivée en fonction, que je n'habiterais pas dans ce logement pour des raisons d'éthique personnelle. C'est-à-dire? J'estime que je n'avais pas à être logé par la République. Et puis ensuite, je savais que ces fonctions sont assez éphémères et je voulais rentrer chez moi le soir. Et le jour où j'ai quitté le ministère, eh bien, je suis rentré chez moi comme si rien ne s'était passé. Pour éviter justement d'avoir des tentations de vouloir continuer à vivre dans du luxe? Voilà, je crois fondamentalement que les lieux vous impressionnent, vous impriment quelque part. Quand on vit dans les heures de la République, servi par des maîtres d'hôtel, du personnel, on vit plus comme les Français. Et je crois qu'on se coupe d'eux à la fin. Donc vous dites, il faut un train de vie beaucoup plus modeste. Tout à fait. Alors justement, on voyait dans le reportage qu'il n'y a pas de plafonnement des dépenses en matière de travaux. Est-ce que vous pensez qu'il faut plafonner les dépenses en matière de travaux lorsque un ministre a envie de faire des travaux de décoration, ce qui peut aussi sembler un peu normal? Je trouve qu'un ministre n'a pas à faire de travaux de décoration. Pas de dépenses de décoration, vous êtes contre? Je suis tout à fait contre. D'accord. Vous savez, on voit des ministres arriver quelquefois pour... on l'a vu dans les derniers moments, dans le ministère de l'écologie par exemple, il y a eu 5 ministres de l'écologie en 5 ans. Vous voyez, chaque ministre de l'écologie qui a duré en moyenne 1 an, moi j'ai eu de la chance, j'en ai duré 2, décider qu'il aime l'orange, et puis le successeur, lui, il aime le jaune, et à chaque fois on change... Oui, ça serait beaucoup d'argent dépensé pour rien. Oui. Alors, si on regarde ce qui est prévu en termes de logement de fonction chez nos voisins européens, on s'aperçoit que les ministres français sont les plus privilégiés. Par exemple, en Allemagne ou en Italie, aucun ministre n'a le droit à un logement de fonction. Seul le président de la République, le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée ont le droit à un logement totalement gratuit. En Angleterre, il n'y a que 6 ministres sur 22 qui occupent un logement gratuit. En Espagne, il n'y a aucun logement de fonction prévu pour les ministres. Chacun paye de sa poche. J'imagine que vous pensez qu'en France, il faut faire exactement la même chose. Exactement. À part quelques ministères régaliens dont j'estime qu'il est important qu'ils restent dans leurs murs, si je puis dire. Exemple ? Ministère de l'Intérieur,
ministère de la Défense, des Affaires étrangères, de la Justice, parce qu'il y a d'abord sur ces ministres extrêmement emblématiques des problèmes de sécurité. Il y a aussi des ministres qui ont une fonction, comment dirais-je, de réception, de décorum à tenir sur ces grands ministères régaliens. Ministère des Affaires étrangères. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères. Je crois qu'il est important que le Quai d'Orsay reste ce qu'il est. Quant aux autres ministres, ils ont un salaire tout à fait important, intéressant. Ils font comme les Français, ils se logent en fonction de leur salaire. Oui, un salaire de 13 700 € brut par mois, on va y revenir tout à l'heure. Alors, on vient de voir que les ministres étaient plutôt très bien traités en France. Je vous propose maintenant de partir pour un pays où c'est tout le contraire, la Suède. Là-bas, pas question de logement de fonction. La règle, c'est la sobriété et la transparence absolue. À quoi ressemble le train de vie quotidien des ministres suédois ? Regardez, c'est assez surprenant quand les citoyens demandent des comptes à leurs ministres. C'est une enquête de Fabien Vincent. Au sud de la Suède, l'aéroport d'Halmstad. On nous a dit qu'un ministre du pays devait débarquer ici pour une visite officielle. Seulement, ni force de l'ordre, ni voiture officielle en vue. Le ministre, le voilà. Il est juste avec sa directrice de cabinet. Depuis 10 bonnes minutes, ils attendent dans le froid glacial que quelqu'un vienne les chercher. Vous attendez quelqu'un ? Oui, on attend le responsable de cette visite. Elle a téléphoné, mais elle s'est trompée d'heure. La directrice de cabinet n'a pas l'air plus énervée que ça, même si le programme est chargé. Oh, elle arrive. D'ailleurs, la voilà. La voiture du ministre est avancée. C'est une grosse voiture ? Non, c'est une petite voiture. Mais c'est toujours mieux que de marcher. En fait, pour la visite officielle, une simple secrétaire de mairie est venue les chercher avec sa voiture personnelle. Bonjour. Merci beaucoup. Notre illustre visiteur prend la situation avec le sourire. Car tous ces déplacements se passent comme ça. Ni grosse voiture, ni gyrophare, ni motard. Pourtant, il est le ministre de l'Éducation nationale, un des plus gros portefeuilles du gouvernement suédois. Sa première étape, c'est ce lycée. Le ministre doit y rencontrer des élèves. Bonjour, je suis la personne qui doit vous guider. Enchanté, je suis ravi de vous voir. Super de vous voir en vrai. En fait, Ibrahim Baylan est un des politiciens les plus populaires de Suède. Vu de France, son parcours paraît incroyable. Le ministre n'a que 33 ans, c'est un immigré né en Turquie. Il a commencé dans la vie comme serveur de restaurant, puis il a été leader syndical. En Suède, il ne faut pas forcément avoir fait une grande école pour accéder aux plus hautes responsabilités. Je vous présente Ibrahim Baylan. Un de ses trucs favoris, c'est de plaisanter sur ses origines modestes. Mes parents sont arrivés de Turquie au début des années 80 à cause d'un coup d'état militaire. Et là-bas, j'avais devant moi une brillante carrière de gardien de chèvre. Il y a de plus en plus d'élèves qui sèchent les cours. Que comptez-vous faire ? Jeudi prochain, ou celui d'après, je proposerai au gouvernement qu'on impose une nouvelle règle à chaque école. Prévenir les parents chaque fois qu'un élève est marqué absent, et puis en discuter avec eux. Connaître ces dossiers, c'est important pour un ministre. Mais il y a une qualité aussi essentielle que les Suédois exigent de leurs dirigeants. C'est qu'ils vivent comme monsieur tout le monde, avec modestie. Stockholm, la capitale de ce pays de 9 millions d'habitants. Un des États en Europe où les impôts sont les plus élevés. Hôpital, école, police, les services publics y sont très développés. Mais attention, dans ce pays de tradition protestante, on ne badine pas avec l'argent du contribuable. Qu'il se promène dans les rues de Stockholm ou lors d'une visite en province, notre ministre n'a pas de voiture de fonction. Vous marchez dans la rue comme ça ?
Oh, vous savez, je me promène comme ça la plupart du temps. Hein. C'est pas un problème. Tous les matins, c'est donc à pied qu'il se rend à son ministère. Stockholm, comme Paris, regorge de monuments historiques. Mais ces palais ne sont pas pour les ministres. Eux n'ont droit à aucun luxe. Voilà le ministère de l'Industrie, celui des Finances, et au-dessus de la supérette, 2 ministères, la Culture et l'Éducation nationale, les bureaux d'Ibrahim Baylan. Voilà, mes locaux commencent ici. Là, vous avez les bureaux de Christophe et puis à côté Maria. Les bureaux du cabinet du ministre de l'Éducation nationale occupent à peine 300 mètres carrés. Pas de fioritures, à l'image de la salle de réunion ou de la salle d'attente. La déco est dépouillée. Les meubles rappellent ceux en vente chez un géant suédois de l'équipement maison. Bien sûr, si j'avais voulu, j'aurais pu choisir de nouveaux meubles. Mais, vous savez, il y a des gens qui ont meilleur goût que moi, donc ça me va très bien. Et même dans son bureau de ministre, pas la moindre dorure. Son prédécesseur a choisi les meubles et les tableaux. Seul luxe, une belle horloge empruntée à un musée. Utiliser de l'argent public pour s'offrir un train de vie plus confortable serait ressenti comme du gâchis. Ça serait contraire à l'état d'esprit de ses concitoyens. Il faut toujours se rappeler que c'est l'argent des contribuables. Quand vous siégez dans une administration, il ne faut jamais l'oublier. C'est quelque chose de très important dans la démocratie suédoise. Ici, l'État et ses représentants ne doivent surtout pas coûter trop cher. À la fin du mois, alors que le train de vie est similaire entre les deux pays, Ibrahim Baylan gagne un tiers de moins que son homologue français. 9 400 € contre 13 700 à Paris. Il y a aussi de très gros écarts entre les deux pays sur les avantages qui vont avec le poste de ministre. Quand il n'a pas d'invité, notre Suédois est obligé de rejoindre une salle à manger qui n'a rien d'un grand restaurant. Il se rend dans ce splendide bâtiment à la façade saumon. L'arrière est dans le style 1900. C'est le siège du gouvernement et le bureau du Premier ministre, un peu le Matignon suédois. Au 2e étage, les salles de réception. Alors qu'à Paris, chaque ministère dispose d'une salle à manger, ici, les 22 ministres doivent se partager 3 pièces. Et encore, elles ne servent que les jours où ils reçoivent des invités de marque. Car au quotidien, ils ont leur cantine. Ibrahim Baylan et sa collègue secrétaire d'État partagent la même salle à manger avec tout le gouvernement. Vous vous asseyez où ? D'habitude, je m'assieds par là-bas. Là. Vous savez, on peut se mettre n'importe où, mais au bout d'un moment, chacun a pris ses marques. Les seuls sièges qui soient réservés sont ceux-là, celui-là, celui-là et celui-là. Non, attendez, non, celui-là et celui-là. Enfin, celui-là, c'est le siège du Premier ministre. Il n'y a que des ministres et aucun protocole. Bonjour, je suis Fabien, je travaille à la télévision française. Bonjour, je suis Léna, ministre de la Défense. Je vous dérange ? Est-ce qu'on vous dérange ? Non, non, pas du tout. La formule est un self-service. Alors qu'à Paris, le ministre français de l'Éducation nationale peut compter sur 10 personnes pour son service de restauration. Ce jour-là, le menu est frugal. Crudité, chair à saucisse purée, pas de dessert. Quant à la boisson, eau pétillante et pour les plus débridés, bière presque sans alcool. Le vice-premier ministre, le numéro 2 du gouvernement, préfère lui boire du lait. C'est ma boisson préférée, le lait. Et ça leur suffit comme déjeuner de travail. Le train de vie de leurs homologues français les intrigue beaucoup. Vous savez qu'en France, les ministres ont leur propre salle à manger ? Avec son propre chef. Ils ont leur propre chef ? Bossé, t'entends ça ? En France, chaque ministre a sa propre salle à manger et son chef.
Et il paye, j'imagine. Car le plus fou, c'est que les ministres suédois payent leurs repas avec ces petits coupons bleus qu'ils ont achetés de leur poche au maître d'hôtel marocain. Ils les achètent, c'est-à-dire... Ça, c'est le coupon que laisse le ministre à table. Ouais, à table. Alors, le montant de leur déjeuner est limité à un prix défiant toute concurrence. Ça coûte combien c'est quoi le prix 64 couronnes, c'est-à-dire... Combien d'euros à peu près 6 euros? Ouais, à peu près. Et on peut dépasser? Non, jamais ici. On ne rigole pas avec les frais de bouche des ministres. Ont-ils au moins droit à des logements de fonction? Nous avons posé la question à Camilla Besaklo, la directrice de la communication du Premier ministre. En Suède, pour les ministres, est-ce qu'il y a des logements de fonction? Non, pas d'appartement. Pas d'appartement. Ils n'ont pas d'appartement. Ils ont leur appartement personnel. Il n'y a pas d'avantage alors? Eh bien non. En fait, il y a tout de même un logement de fonction pour le Premier ministre. À 100 mètres du siège du gouvernement, c'est dans ce petit hôtel particulier. Mais attention, il doit payer une part du loyer. À l'intérieur, il y a 2 étages. La télévision suédoise a eu le droit de filmer le premier niveau. Aucune extravagance, on dirait un musée, avec une salle à manger et un coin cheminée. Au 2e étage, l'appartement privé est un 6 pièces que nous n'avons pas pu filmer. Ici, il n'y a ni cuisinier, ni domestique à plein temps. Personne, en dehors des 2 agents de sécurité. Pour avoir le privilège de vivre ici avec son épouse, le Premier ministre verse 1 270 € par mois. C'est tout de même 50% de moins que le prix du marché. Si les ministres doivent se serrer la ceinture, la règle vaut aussi pour leurs collaborateurs. En jean t-shirt, nous retrouvons la directrice de la communication du Premier ministre. Voici mon bureau, c'est aussi celui de ma collègue. Elle partage son bureau, elle n'a pas d'assistante et pourtant elle ne chôme pas. Son numéro de portable est accessible à tous les citoyens suédois sur le site internet du gouvernement. Et les gens n'hésitent pas à la déranger à la moindre occasion. Une personne voulait savoir si les membres du gouvernement avaient l'habitude de boire du vin pour leur dîner. Je lui ai expliqué les règles et elle a dit OK. Il y a en plus un détail amusant pour éviter tout gaspillage d'argent. Son téléphone de fonction est spécialement programmé. Quand elle passe un coup de fil pour le travail, l'État paye. Et quand j'appelle mon mari... Mais quand elle appelle son mari ou ses amis, elle doit obligatoirement faire un code avant le numéro. Cette fois, elle réglera la facture de sa poche. Des ministres au régime sec, pas de voiture de fonction ni d'appartement. Mais à vouloir vivre comme Monsieur Tout-le-Monde, en 20 ans, les politiciens suédois ont payé un lourd tribut. Un soir de 1986, le Premier ministre Olof Palme est assassiné en pleine rue alors qu'il sort du cinéma avec son épouse. Il n'a pas de garde du corps. Son meurtrier est un déséquilibré sans mobile politique. Et cela va se reproduire. Septembre 2003, alors qu'elle fait ses courses dans un grand magasin sans personne pour la protéger, la ministre des Affaires étrangères, Anna Lindh, est morte, poignardée par un malade psychiatrique. Depuis, le gouvernement a embauché 50 gardes du corps. Dès qu'il sort dans la rue, le Premier ministre Göran Persson est protégé. Mais attention, chaque dépense est scrutée scrupuleusement par tous les citoyens du pays. Nous sommes dans la salle de rédaction d'Expressen, le journal à scandale le plus lu de Suède. Leif Brunström est devenu rédacteur en chef il y a 10 ans grâce à un scoop. Il a poussé à la démission l'étoile montante de la politique suédoise pour une faute qui passerait inaperçue en France. En 1996, Mona Sahlin est en passe d'être Premier ministre.
Pour s'assurer qu'elle ne cache rien, le journaliste contrôle ses notes de frais et il lui trouve une faute impardonnable. Elle utilisait la carte bancaire du ministère pour ses achats personnels. Et c'est contraire aux règles. Elle a effectué des retraits aux distributeurs et puis elle s'est aussi acheté des vêtements avec. Il publie ses relevés bancaires. En tout, la ministre aurait utilisé la carte bleue de fonction pour 1 800 € d'achats personnels. Entre autres, des tablettes de chocolat, une robe ou une note de taxi. Elle doit se justifier en public, dépense par dépense. Il y a une facture de taxi pour 17 €. J'ai été conduite en urgence à l'hôpital l'été dernier depuis mon domicile. Cette facture est à présent remboursée. Car le plus incroyable, c'est qu'à l'époque où le journaliste publie l'affaire, Mona Sahlin a déjà remboursé les 1 800 € depuis plusieurs mois. Mais c'est trop tard, aux yeux des Suédois. Elle doit démissionner. Je pense qu'elle était mal organisée. Elle ne voulait sans doute pas garder pour elle l'argent des contribuables, mais elle gérait mal son argent personnel, c'est tout. Elle n'a rien volé, elle s'est juste emmêlée dans ses cartes bancaires, mais elle a dû quitter le gouvernement. Ça se passe comme ça en Suède. Et ici, personne ne le contesterait, ni les ministres, ni les citoyens. N'importe qui peut consulter très facilement les notes de frais des dirigeants, mais en pratique, seuls les journalistes le font régulièrement. Cécilia Garmet est reporter pour Expressen. Sa spécialité, les dépenses des ministres. Chaque semaine, elle épluche les comptes de l'un d'entre eux. On va où là ce matin ? On va au ministère de l'Éducation, voir les factures de représentation du ministre de l'Éducation, Ibrahim Baylan. Et tout est fait pour lui faciliter la tâche. Bonjour, je suis Cécilia du journal Expressen. Bonjour. Cécilia est accueillie par la responsable des archives du ministère. Une fonctionnaire qui n'a pas le droit de lui demander les raisons de son contrôle. Elle ne peut rien lui refuser, ni manifester sa mauvaise humeur. C'est écrit dans la loi. Je peux voir la liste ? Pour un contrôle de routine, Cécilia réclame la liste où le ministre a inscrit ses dernières dépenses. Il n'a que 24 heures pour les faire enregistrer. Des fleurs. Elle a acheté des fleurs. On va voir pour qui. Des fleurs. Cécilia coche aussi toutes les dépenses du ministre qui attirent son attention. Cela ressemble un peu à un contrôle fiscal et elle veut tout voir. Dans cette armoire en fer sont rangés soigneusement tous les originaux des factures. Justificatifs de restaurants, notes d'hôtel, billets d'avion. Là, il y a toute l'année dernière, mais on peut remonter beaucoup plus loin dans le passé. Vous gardez combien de temps les originaux des factures ? Pour toujours. Oui, pour toujours. On ne les détruit jamais. Jamais ? En cas de fraude, même 50 ans après, on pourra retrouver les notes de frais d'un politicien trop dépensier. Et ce n'est pas tout. Le ministre doit fournir des notes de frais très détaillées. Jus d'orange pour 7 personnes. Ils ont mangé 2 gâteaux à 59 couronnes. Soit 6 € pour le goûter, mais il y a plus chic pour le dîner. Ils ont bu du chablis, saumon. Saumon encore. Ils ont mangé pour 4 570 couronnes et ils sont 10 personnes. 45 € par personne, pour elle, rien à signaler. La loi ne fixe pas de montant maximum à ne pas dépasser. C'est Cécilia qui estime en son âme et conscience ce qui va choquer l'opinion publique. Et cela va jusqu'au prix d'un bouquet de fleurs offert par le ministre à un directeur d'école. Et c'est combien de bouquet ? 250 couronnes. Donc 25 €. Oui. C'est un beau bouquet. Oui. Ça va. Les dépenses, à quel moment vous considérez qu'une dépense pour vous est excessive ou pas ? Il fait pour 1000 couronnes par exemple, 100 €. Ça c'est quand même un très grand bouquet. Dans ce moment-là, on va voir, est-ce qu'on donne toujours des bouquets comme ça ? Si c'est une exception, le ministre va probablement dire c'était peut-être un peu excessif.
Et dans ce cas, ça fera un article dans le journal du lendemain. Une telle transparence est très loin des pratiques françaises. À Paris, malgré nos demandes répétées, aucun ministère n'a répondu à nos questions sur les notes de frais. En Suède, cela fait 200 ans que tout le monde trouve ça normal. Ce que nous faisons, nous, en contrôlant ça, c'est pouvoir... qu'est-ce que vous dépensez personnellement avec l'argent des contribuables. Et c'est normal, pour nous, c'est normal. Vous savez, la Suède, c'est un pays très égalitaire, obsédé peut-être même par l'égalitarisme. Donc, c'est très important de ne pas trop dépenser. Mais dans ce pays, il y a tout de même une exception. Le personnage qui habite ce palais peut dépenser sans contrôle l'argent des contribuables. Le roi de Suède, qui reçoit chaque année de l'État une enveloppe de 10 millions d'euros. Roselyne Bachot, vous êtes déjà allée en Suède ? Effectivement, il y a quelques années, j'avais fait une tournée de conférences en Suède et je suis allée de surprise en surprise, comme dans votre reportage. J'avais un rendez-vous avec la ministre des Affaires sociales. Je rentre dans un ministère qui ressemblait, je sais pas, des HLM françaises sont beaucoup mieux, sol en ballatome, les meubles du fameux géant suédois de l'ameublement, gros coussins multicolores. Je rentre dans une salle qui m'apparaît comme une salle d'attente, un salon d'attente, une dame très charmante en jogging mauve, gros sabots suédois me passe un café. J'attendais mon rendez-vous avec la ministre, je trouvais que ça durait un peu et à la fin tout le monde parle anglais en Suède. Je lui dis mais j'ai rendez-vous avec la ministre des Affaires sociales. Elle me dit mais c'est moi. Et cette personne que j'avais prise pour quelqu'un, une employée de maison qui me faisait passer le temps avec un café, c'était bien la ministre. Et là je me suis dit qu'on était vraiment sur une autre planète. Oui, vraiment le train de vie modeste par excellence. Complètement. Mais alors quel effet ça vous a fait ? Est-ce que vous vous êtes senti à l'aise ou vous avez trouvé ça un peu excessif ? Ah non, moi je me suis senti extrêmement à l'aise dans une démocratie apaisée. J'avais été aussi extrêmement frappé par les méthodes de fonctionnement du Parlement. On voit des jeunes députés femmes venir avec le couffin, avec leur bébé, et le bébé dans le couffin aux réunions du Parlement. Tout ça se passe de façon très simple, très démocratique. Mais non, pas du tout. Avec un fonctionnement d'ailleurs très moderne, qui respecte les rythmes familiaux, alors que très souvent, les dorures de la République vous coupent des réalités, vous vivez des vies absolument de fous, coupés de votre famille. Les Suédois pensent que c'est aussi important pour un homme ou une femme politique de rester finalement dans son environnement normal. Et moi, j'ai trouvé ça très très bien. Je me suis senti bien en Suède. Alors, quand on voit ce train de vie modeste, est-ce que vous pensez qu'il est possible de s'en inspirer en France ? Alors, d'abord, la France a une autre histoire que la Suède. Il ne s'agit pas de calquer tout sur la Suède. On a vu d'ailleurs certaines errances de la Suède. L'absence totale de sécurité des ministres qui a donné lieu à des drames, à des assassinats. Moi, je pense que de ne pas avoir une voiture avec un chauffeur, c'est perdre du temps. Et le temps peut être utilisé pour... Oui, ça peut être un peu excessif. Il y a des choses qui sont excessives en Suède, mais que par contre, il y a des choses à copier. Il me paraît deux choses à copier. C'est quand même la modestie du train personnel des ministres qui ne se confond absolument pas avec leur fonction de représentation. J'ai trouvé très intéressant l'histoire du téléphone. On a un téléphone personnel, il y a un code qui fait que vous payez vos communications. Ça, je trouve ça très bien. Mais quand on connaît les mœurs politiques françaises, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être accepté alors la deuxième chose que je veux dire, c'est la transparence. On fait les choses, mais ça se sait. Alors, est-ce que ça peut être accepté Moi, je crois que ça peut être accepté, je dis pas, c'est même pas accepté, c'est attendu par le corps social, cette nouvelle méthode de fonctionner. C'est espéré. Alors, est-ce que ceux qui sont dans le fromage veulent changer ? Mais on doit faire attention, parce que si on ne le fait pas, on sera emporté dans un maelstrom épouvantable. Alors, vous parlez de transparence. Effectivement, culturellement, il faut quand même noter que les Suédois considèrent que leurs ministres sont leurs salariés. Alors, quand on regarde ce qui se passe en France, notamment sur les salaires, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, un ministre en France est payé 13 700 € brut par mois. Alors, il est imposé sur le revenu, mais en revanche, il a très peu de frais. Son logement de fonction, on l'a vu tout à l'heure, est totalement pris en charge. Ses repas sont pris en charge et tous ses déplacements, train, voiture, avion, sont également payés par l'État.
Quand vous êtes arrivé au ministère de l'écologie, est-ce qu'on vous a dit, attention, ces frais sont pour des dépenses publiques, mais en rien pour des dépenses privées? On ne vous dit rien. Vous ne savez absolument pas ce qui va se passer, ce qui relève de vos dépenses personnelles et ce qui relève des dépenses de l'État, ce qui crée d'ailleurs des confusions. On ne vous dit rien? On ne nous dit rien. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez? Absolument. Mais moi j'ai tenu par exemple à ce que on me présente à la fin de chaque mois les notes de ce que j'avais consommé. J'estimais que j'étais très bien payé par la République et je remboursais, je faisais un chèque au cabinet chaque mois sur mes consommations personnelles. Il n'y a donc pas de contrôle de vos notes de frais? Non, absolument aucun. Quand on est ministre? Voilà, tout à fait. Et donc il n'y a jamais de sanction alors? Non. Si des choses anormales se passent, je ne pense... Enfin, il n'y a pas de sanction, non, aucune. C'est pour ça que j'en appelle à la transparence et au moins un certain nombre de règles de bonne conduite, une sorte de cahier des charges. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Vous avez le droit d'utiliser cet argent pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens qui exagèrent? Oh, oui, bien sûr, il y a des gens qui exagèrent, oui, tout à fait. Il y a des gens qui font des caprices. Alors, et puis il y a les cadeaux. Tous les ministres reçoivent des cadeaux. Vous en avez reçu ou pas? Ah oui, je dois dire qu'il n'y a pas de visite ministérielle dans le trou le plus perdu sans que vous ayez le livre qui exprime les beautés du lieu, Terre d'art et d'histoire, la médaille, ça va toujours avec, et puis en général un panier garni avec les spécialités gastronomiques locales du terroir, les tripous d'hiver, la bouteille de vin. Alors, je gardais le livre, j'ai plusieurs cartons de livres, j'ai gardé les médailles qui sont dans une bibliothèque et puis je distribuais à mes collaborateurs les choses qui m'étaient données. Je dois dire que je n'ai jamais eu de cadeau de valeur. Alors là est-ce qu'il y a une règle ou c'est comme pour le reste des notes de frais? Est-ce qu'il y a une obligation de rendre les cadeaux ou vous pouvez en faire ce que vous voulez? Alors, je m'étais fixé une règle personnelle quand j'étais député, où on m'offrait aussi des cadeaux, comme à un homme ou une femme politique, à tout homme ou femme politique. Tout cadeau qui avait pour moi une valeur que j'estimais à l'époque à plus de 1000 francs, c'est-à-dire 150 €, je le renvoyais à son destinataire. Eh bien, c'est à peu près ce qui se passe notamment en Angleterre. Les ministres sont obligés de rendre tous les cadeaux qui dépassent 200 €. Et s'ils veulent garder les cadeaux, eh bien, ils doivent rembourser la somme. Alors, par exemple, Tony Blair avait reçu une caisse de vin de la part de Bernard Arnault, le patron d'LVMH. Cette caisse de vin valait plus que 200 €. Il a refusé de la garder pour lui. En revanche, le Premier ministre anglais a payé 500 € de montres qui lui avaient été offertes par le gouvernement italien. 500 € qui sont allés dans les caisses de l'État britannique. En France, c'est ce qu'il faudrait faire, j'imagine, à vous entendre. Tout à fait. Mais je me suis payé quand même un jour une petite joie. J'ai reçu, je ne vais pas dire dans quelle cérémonie, un truc vraiment affreux, une statue en plâtre horrible, que j'ai soigneusement empaquetée et que j'ai fait porter au Mobilier National. Et je me réjouis de penser à la tête du fonctionnaire qui a ouvert ça. Cette statuette doit croupir dans une cave. Ou qui va peut-être décorer l'appartement de fonction d'un ministre, d'un préfet ou d'un ambassadeur. Sans doute. En tout cas, merci infiniment d'être venue sur le plateau de Capital, Roselyne Bachelot. Alors, tout au long de l'émission, on a parlé du train de vie des ministres, mais le pouvoir aujourd'hui, il ne s'exerce plus seulement à Paris, il se joue de plus en plus dans les régions. Il faut savoir que les grandes décisions qui concernent votre quotidien, comme par exemple la construction d'un lycée, c'est le conseil régional qui les prend. En moyenne, chaque Français dépense 300 € pour sa région. En tout, il y en a 22 en France. Exemple, le Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon, c'est l'une des régions les plus pauvres de France et en même temps celle qui attire le plus de monde. À sa tête, Georges Frêche, un homme connu pour avoir des écarts de langage. Il a d'ailleurs fait parler de lui récemment en traitant les harkis de sous-hommes. Mais Georges Frêche, c'est surtout quelqu'un qui règne sans partage sur sa région. Quel est son vrai pouvoir? Quel est son train de vie? Est-il contrôlé? C'est une enquête de Stéphane Martin. Ces jours d'assemblée plénière au Conseil régional Languedoc-Roussillon. Le président Georges Frêche, 67 ans, salue son monde. Ça va, Jean-Pierre ? Oui. Chers collègues, si vous voulez bien vous asseoir, nous allons commencer cette séance du vendredi 3 février à 9h30. Il ouvre la séance en musique.
C'est le seul conseil régional à démarrer avec la Marseillaise, mais Georges Frêche l'a souhaité ainsi. La parole est à monsieur Fabrice Verdier pour l'appel. Comme tout président de région, il dispose d'importants moyens, il suffit de regarder l'hémicycle. Ça n'a rien à envier à l'Assemblée nationale. 9 mètres sous plafond, finition bois, une petite télé pour chacun et un éclairage soigné. Qui a su faire passer aussi. Chacun des conseillers régionaux a été élu pour 6 ans au suffrage universel lors des dernières élections de mars 2004. Georges Frêche, socialiste, a été élu président par ses pairs. C'est un fort en gueule, avec un style bien à lui. Cet élu qui rentre des toilettes va en prendre pour son grade. Enfin, il va. Ça va mieux? Bon. Il a dit que tu étais parti pisser, que ça faisait un moment que tu pissais. Ça prouve qu'il veille sur moi et qu'il était inquiet quand je ne suis pas là. Georges Frêche est un homme à la fois respecté et craint. Il utilise tous ses pouvoirs pour régner sur une région de 2 400 000 habitants. La région avec son drapeau et son building façon palais gouvernemental, c'est en quelque sorte un petit État. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de la Loire, Nord-Pas-de-Calais. Au total, il y en a 22 créés dans les années 80. L'idée, c'est de faire en sorte qu'une partie de la vie quotidienne ne soit plus décidée à Paris, mais dans les régions. L'une de leurs premières décisions, ça a été tout naturellement de se loger. Georges Frêche n'a pas fait les choses à moitié. Il s'est choisi un immeuble qui en impose. Et pourtant, sa région est la plus pauvre de France. Alors, où trouve-t-il l'argent ? L'État en donne une partie, mais plus de la moitié provient d'un nouvel impôt. Et ici, on l'a senti passer. Ce blanc, il est bon ce blanc. Dans leur nid sur les toits de Montpellier, voici monsieur et madame G. Je risque de passer garder. Comme tout propriétaire, ils paient chaque année la taxe foncière. Alors, en 2005, avec leur grand appartement, ils en ont eu pour... La taxe totale est de 2 271 €. Le plus gros va à la commune et au département, et Georges Frêche n'en prélève qu'une petite part, 168 €. Ça ne paraît pas trop lourd, mais c'est ce qui augmente le plus. Eh bien, on est passé de 92 € à 168 €. Et donc plus 82 Plus 82,61%. C'est une augmentation importante. Cette augmentation pour la seule année 2005 est la plus forte de toutes les régions de France. Il faut aller faire le tour par un nouveau quartier. Là. Mais ça permet à Georges Frêche d'avoir un budget de 900 millions d'euros, le 7e au niveau national. L'homme est un bâtisseur ambitieux, il a besoin de gros moyens pour sa politique. Avant de devenir président de la région, il a été élu 5 fois d'affilée, maire de Montpellier. Quand il est arrivé au pouvoir en 77, la commune qui se limitait presque à la vieille ville comptait 90 000 habitants. Vous voyez, une ville complètement endormie et nous l'avons triplée. Aujourd'hui, on est à 220 000 et nous nous arrêterons en 2025, donc c'est pas moi qui finirai, mais la ville sera finie en 2025, il y aura à ce moment-là 260 000 habitants. C'est sympa, la vieille ville. Pour attirer et accueillir les nouveaux arrivants, Georges Frêche a vu les choses en grand. Le meilleur exemple, c'est Antigone. Un ensemble immobilier de 22 hectares. Les silhouettes minuscules des passants sont perdues au milieu d'une architecture monumentale. L'architecte Ricardo Bofill s'est inspiré de la Grèce antique, la Passion de Georges Frêche. Et tout le quartier est organisé autour de ses bureaux. Donc ici, vous avez un axe dans lequel il y a la mairie, derrière cet immeuble. Mairie qu'il a donc dirigé 27 ans. Ici, vous avez mon bureau à l'hôtel du district. Dans l'axe, la coupole. Car il est aussi président du district, c'est-à-dire Montpellier et sa banlieue. Et puis au fond, vous avez mon bureau à l'hôtel de région. Ah ouais, qu'on aperçoit tout au bout. Qu'on aperçoit tout au bout. Donc ça, c'est comme à Xi'an, en Chine. C'est l'axe du pouvoir, disent les architectes chinois. Georges Frêche aime bien le pouvoir et ses attributs. Son salaire de président n'est pas énorme, plafonné à 4 200 €. Vous montez, monsieur Blondiot. Mais sur les avantages, il n'est pas limité.
Il est le seul élu de France à avoir comme voiture de fonction un 4x4 de luxe. Conduite par son fidèle chauffeur, la voiture a coûté 53 000 €. Application ronce de noyer et sellerie cuir comprise. Votre véhicule de fonction a fait jaser, hein? Oui, il faut bien faire jaser sur quelque chose. Je vous dirais que je l'ai pris, c'est parce que j'ai mal au rein et que c'est un endroit où je suis très bien. La région a déboursé 10 000 € de plus que pour la classique 607 d'un président, mais la loi n'interdit pas ce genre de petite folie. Bon, alors ici, vous avez un bureau qui est assez vaste parce que c'est quand même une salle de travail. Bien sûr. À l'hôtel de région, s'il n'a pas d'appartement de fonction, son bureau est digne de celui d'un PDG de multinationale. Quand il y a des réunions, vous voyez, je peux... Au moins 80 mètres carrés qu'il a totalement refait à son arrivée pour les mettre à son goût. Il y a encore une autre pièce là-bas où j'ai des documents importants que je distribue. Vous avez une idée de ce que ça a coûté de le faire refaire? Est-ce que c'est des choses que vous avez en tête? Non. Non, ça ne m'intéresse pas. Il ne sait pas combien ça a coûté, mais un détail est parlant. On va aller voir les toilettes, ça c'est extraordinaire. Oui, mais ça peut... Dans les toilettes, le porte-balayette est signé Philippe Stark, un grand designer. Écoutez, c'est ça. Je vois pas, regardez, je vois pas ce qu'elles ont de richissime. Et il a coûté, tenez-vous bien, 396 €. Oui, mais moi, on en aurait mis un autre. Moi, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. C'est pas vous qui décidez, ça? Non, c'est pas moi qui ai décidé. Ils ont mis ça là. Ils auraient mis un porte-balayette qui valait 3 sous, que ça aurait fait pareil. D'ailleurs, je m'en sers pas de la balayette. Et qui c'est qui décide ça, alors? Ça, on a confié ça à une dame qui est styliste. Qui a pris en main l'aménagement du bureau. Moi, j'ai été amené... On m'a demandé à un moment si j'étais d'accord globalement. J'ai dit oui, sur l'aménagement global. Comme pour la voiture, ce type de dépense n'est pas limité par la loi. Et elle est difficilement repérable, noyée dans une ligne du budget intitulée « Travaux de bâtiments ». Le budget, c'est l'arme absolue des présidents de région. Et ici, personne ne viendra lui chercher noise. Avec les gens de son parti, le PS... Il est allié aux communistes, comme l'ancien ministre Jean-Claude Guessot, et aux Verts, comme ce monsieur à côté, Yves Pietrasanta. Au total, ça lui fait une majorité absolue de 64%. Des alliés qu'il caresse dans le sens du poil. La majorité régionale, on a vraiment la chance, dans cette région, d'avoir des Verts. Les Verts sont toujours sympathiques, mais généralement blablateurs. Ici, vraiment, on a des Verts intelligents qui savent de quoi ils parlent et qui font avancer le schmilblick. C'est vraiment un bonheur. Mais Sarkozy, il est ultra-droite. Alors qu'il raboue l'opposition sans ménagement, à l'image de sa bête noire, Jacques Blanc. Non, vous n'aurez pas la parole, monsieur Blanc, je suis désolé. Je suis toujours ravi de vous la donner, mais vous la reprendrez à un autre moment. Bon, non, il n'y a pas de rappel au règlement, arrêtez, monsieur Blanc. Écoutez, du calme. Plus on est gentil avec vous, plus vous en voulez. Vous êtes comme un gosse. On vous donne ça, vous voulez ça. Arrêtez. Sucez votre sucette et taisez-vous un peu. Georges Frêche reste décontracté, car au moment décisif, sa majorité vote comme un seul homme. Donc ces deux noms, la gauche pour Modeste France et Gilles Guesde. On a tout voté. L'Assemblée lui a voté cette année un budget de 900 millions d'euros. Comment cet argent est-il utilisé? La plus grosse partie les affecte aux 3 principales missions de la région. La majorité. 300 millions pour les lycées et la formation professionnelle. 150 millions pour des trains régionaux. 100 millions pour soutenir l'économie de la région. Au final, il reste 200 millions d'euros pour lesquels le président peut faire valoir davantage ses choix personnels. Moi, je suis d'accord avec vos campagnes. Mais la région qui tient ses promesses, ça, c'est trop mièvre. Georges Frêche est sur le point de piquer une colère. Sa marotte, comme beaucoup de présidents de région, c'est la communication. Aujourd'hui, il examine une campagne de presse. La région qui tient ses promesses, ou bien 400 000 voyages supplémentaires sur les lignes de TER. À son goût, ce n'est pas assez fort. Là, il manque le trait de génie qui réunifie la campagne. C'est-à-dire une formule que tout le monde va retenir dans les 20 ans qui viennent.
C'est une campagne très circonstancielle pour votre deuxième anniversaire. Vous êtes rentré dans la phase. Il place la barre très haut. Il faut dire que dans les années 80, ce diplômé d'école de commerce avait frappé les esprits en matière de communication. Il avait été l'un des premiers maires de France à vanter sa ville un peu comme une marque dans des pubs. Montpellier l'a surdoué. Un coup qu'il veut refaire à la région. Et il trouve Sylvain Jambon, son directeur de la com, beaucoup trop timoré. Non, mais vous avez combien, vous? Non, mais là, c'est 2 à 300 000 euros, selon le plan média que vous validerez. Oui, d'accord, mais s'il faut, prenez 1 million d'euros. Il faut que la première campagne crache au niveau national. Après, on pourra faire au moins important. Dans ce domaine, Georges Frêche ne compte pas. Une campagne qui est en phase d'élaboration avec le comité régional. Non, mais ne faites pas des campagnes régionales, on s'en fout. Il faut faire une campagne nationale. Parlez aussi aux habitants de la région. Mais si vous parlez à la France, les gens de la région seront fiers. Si vous dites aux gens de la région, on est les meilleurs, on est les plus beaux, les types disent, il nous la met. Et ils ne vous croient pas. Tandis que si l'image revient de France par un reflet, que vous fassiez autorité au niveau national, et que notre campagne soit reprise au niveau national, alors vous savez bien comment sont les gens d'ici, ils tapent toujours sur Paris, mais ils attendent tout de Paris. C'est-à-dire que si Paris dit c'est bien, ils diront ils sont pas mal, puisque Paris le reconnaît. Il faut qu'on apparaisse comme différent. Comprenez? Être différent peut-être, mais jusqu'à un certain point, car en matière de com, Georges Frêche a récemment été obligé de faire machine arrière. Sem Catalans, no Septimans! Sem Catalans, no Septimans! C'était le 8 octobre dernier, dans les rues de Perpignan. 6000 personnes contre la Septimanie, le nouveau nom dont avait baptisé la région Georges Frêche. Parce que vous voyez, un abricot du Rouge du Roussillon s'appelait abricot du Rouge du Roussillon Septimanie. Les neiges catalanes septimaniennes, mais il va pas bien ce type, il va pas bien du tout. Ça coûte énormément d'argent et qu'on pense que la région a besoin de beaucoup d'autres choses plutôt que simplement de l'argent dépensé pour un petit nom Septimanie qui ne marchera jamais parce que ça n'évoque rien chez personne. La Septimanie, un dada du président. Au lendemain de son élection en avril 2004, il décide seul que pour vendre la région, ça sonne mieux que Languedoc-Roussillon. C'est vous qui l'avez eu l'idée, hein? Oui, c'est moi. C'était dans votre programme ou pas? Non. Il met le paquet et lance une vaste campagne. Une grande fête est organisée en plein centre de Montpellier où il explique l'origine de sa trouvaille. Et Septimanie, c'est un nom qui a existé 5 siècles. Entre le 5e et le 10e siècle. Après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Affichage, distribution de t-shirts et de prospectus. Même les panneaux signalétiques sont changés pour faire apparaître son slogan. Vivre en Septimanie. Mais devant le rejet de la rue, Georges Frêche laisse tomber et la région paye l'addition. Oh non, mais c'est dérisoire. Dérisoire, vous diriez combien? Ces services avancent pourtant le chiffre de 2 400 000 euros et l'estimation de l'opposition grimpe jusqu'à 12 millions. Pour mettre en musique ses trouvailles, il dispose d'un service de 26 personnes doté de 8 millions d'euros par an, le plus gros budget com régional par habitant en France. Le quart des ressources est dépensé dans cette publication, Vivre en Languedoc-Roussillon. Un mensuel tiré à plus d'1 million d'exemplaires, l'équivalent d'un grand magazine télé. On y parle des grandes réalisations de la région, mais la vraie vedette, c'est Georges Frêche. C'est janvier. Monsieur Frêche en une? Oui, c'était la seule fois. C'est la seule fois. Il se trouve que c'était pour le lancement du premier chantier de l'un des 9 lycées neufs qui seront construits sur le Mandat. Une seule fois à la une, mais omniprésent à l'intérieur. Le journal s'ouvre systématiquement par son éditorial de 2 pages avec photos. Puis plus loin, le voilà de nouveau. Il apparaît dans chaque numéro, au moins 4 fois. Quant à l'opposition, elle doit se contenter d'une demi-page sans photo, le minimum prévu par la loi. Mais cela étant, ce ne sont pas des gens qui participent à l'exécutif. Ils n'ont pas d'interview, de page, de... Non.
La communication, c'est un peu sa danseuse, son arme stratégique. Allez, merci à vous. Ce sont les subventions qu'il distribue. Ce soir, il va à Sète, une ville à laquelle il a versé 400 000 € pour la construction d'un gymnase. C'est l'inauguration, un type d'événement qu'il ne manque, sous aucun prétexte. C'est important de vous montrer comme ça une inauguration. Exactement, parce que les gens, ils vous identifient comme ayant participé à une action bénéfique. C'est la seule chose qu'il en reste, parce que les gens, ils ne se souviennent pas combien vous avez donné, ni rien, ils se souviennent que vous y étiez. 500 personnes ont été invitées. Comme à son habitude, dans son discours, Georges Frêche n'oublie pas de rappeler aux habitants qui leur a donné l'argent. Agglomération. Le premier financeur de cette halle, c'est la ville de Sète. Et donc je vous remercie. Et le deuxième financeur, d'un poil devant le département, c'est la région. Donc, nous avons fait notre boulot. Le message est passé. C'est agréable d'entendre nombre de ça parler de cette façon. Alors, merci d'avoir participé à la salle de sport. Les Sétois sont contents et Georges Frêche s'est fait sa pub grâce à sa subvention. Une pêche aux voix qui est encore plus manifeste pour les associations. Il en subventionne beaucoup, y compris les plus discrètes. Par exemple, le 2 décembre dernier, Georges Frêche a fait voter au Conseil régional 60 000 € pour l'association Centre culturel montpelliérain, sans plus de précision. Une association pas tout à fait ordinaire. Elle est installée dans cette grosse bâtisse aveugle, sans aucun nom ni inscription. C'est en fait un regroupement de loges franc-maçonnes. Le triangle, c'est leur symbole, une sorte de club discret où l'on débat de sujets de société. En général, ils se financent eux-mêmes, sauf à Montpellier, où ils touchent des subventions. Alors pourquoi Georges Frêche est-il si généreux avec eux? Jean-Claude Dana est lui-même franc-maçon à Montpellier. Il a décidé de dénoncer à visage découvert ce qu'il estime être un marchandage. Alors qu'il était encore maire de Montpellier, Georges Frêche avait déjà attribué aux francs-maçons une subvention, cette fois-ci de 150 000 € pour la rénovation de leur bâtisse. C'était en février 2004, juste avant les élections régionales. Là, il est clair qu'il y a un lien très fort entre la rénovation de ce temple et le soutien au régional. On doit soutenir Frêche parce qu'il aide les francs-maçons, il leur permet d'avoir des fauteuils confortables, il leur permet d'avoir un joli temple, de beaux éclairages, la climatisation. Est-ce que c'était exprimé parce oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il faisait beaucoup pour les francs-maçons et qu'il fallait leur envoyer l'ascenseur. Il le disait clairement, ça? Tout à fait. Est-ce qu'il, des fois, il l'a écrit? Est-ce que des non, fois, jamais. Non. Non, il est quand même pas stupide à ce point-là. Georges Frêche reconnaît lui-même le but électoral de ces subventions aux francs-maçons. Mais alors, je vais vous dire, cher ami, mais vous en faisiez des portes ouvertes. Tout ce que fait un homme politique, c'est pour avoir des voix. Donc vous faites aussi ça pour qu'aux élections, ces gens-là vous soutiennent, les francs-maçons bien sûr. Mais bien sûr. Mais tous les francs-maçons ne soutiennent pas. Écoutez, je n'ai pas fait d'études spécifiques. Je pense qu'il y a 60% de francs-maçons qui votent pour moi et 40% qui votent contre. Une technique qu'il applique à beaucoup d'associations et qu'il a aidé à asseoir son pouvoir depuis 30 ans. N'a-t-il pas été tenté, parfois, d'en abuser? Ses détracteurs lui reprochent bien une petite entorse à la loi. L'affaire a comme décor le beau quartier de Montpellier à Aiglongue. Georges Frêche vit dans cette jolie maison avec piscine, dont il est propriétaire. C'est confortable, mais il n'y a rien de fastueux. Tout ça est classé, donc c'est inconstructible. La plus grande partie de sa propriété se trouve dans ce qu'on appelle une zone boisée classée. C'est chez vous, là? C'est un coin de forêt typique de la région et protégé. Voilà, là, vous voyez, vous avez des chênes lièges. D'accord. Ce qui est extrêmement rare à Montpellier. Dans cette zone, selon le règlement disponible à la mairie, il est interdit tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la protection ou la création des boisements.
Le problème, c'est que la piscine de Monsieur Fraîche est en plein dans la zone. Nous avons pu le vérifier sur ses documents officiels. Le bassin est bien au milieu de la zone classée, symbolisée par ces petits cercles. C'est pourtant strictement interdit. Comment cela a-t-il été possible ? Selon le cadastre, il y a votre piscine dans cette parcelle qui est un espace boisé classé non constructible. Comment ça se fait qu'il y ait une piscine dans un espace boisé classé où normalement on ne peut rien construire ? Moi j'ai demandé le permis de construire ou la piscine, je l'ai eu. D'accord, mais la piscine est dans l'espace boisé, là, regardez, sur le cadastre. Oui, écoutez, alors là vous me l'apprenez. Je suis ravi. Alors après je vais vous écouter, je ne vais plus aller me baigner. Non, vous en faites pas, je continuerai à aller me baigner. C'est étonnant, mais il a en effet obtenu un permis de construire, en bonne et due forme. La seule petite différence avec Monsieur Tout-le-Monde, c'est que le maire en question qui l'a délivré, c'était lui. Bibé ? Bibé, oui. Allô, la mairie de Montpellier ? Oui, bonjour, Monsieur Fraîche à l'appareil. Je voudrais Monsieur Bibé au permis de construire. Pour trouver une explication, il appelle le directeur des permis de construire à la mairie. Pour faire une piscine. Alors il me dit, vous n'auriez pas le droit. Qu'est-ce que vous en savez, vous ? Dites-moi. Au bout du fil, le fonctionnaire reconnaît qu'il y a un problème, mais se retranche derrière les services de l'État qui ont aussi validé le permis de construire. Quels que soient les responsables, Georges Fraîche n'aura pas à détruire sa piscine. Les faits sont trop anciens pour être jugés. Mais ce genre de détails matériels ne l'angoisse pas plus que ça. Donc on fait Watt dans les années 1770-1774. L'image qu'il préfère donner de lui-même, c'est en robe rouge et hermine. Il est aussi professeur de droit. Il peut concilier ce métier avec la politique car il ne donne que 9 heures de cours par semaine. À la fac ou à la région, il reste fidèle à son style, tonitruant. Que la Chine n'a pas de religion. L'économie, c'est pas des chiffres froids. L'économie, c'est la vie. C'est la vie. Il y en a quelques-uns qui me regardent là, avec des yeux bovins. C'est marrant ce qu'il dit. Que vous êtes comme un pauvre homme. Bon, que Dieu vous pardonne, vous n'y êtes pour rien. Son boulot de prof lui permet de toucher 3 000 € net par mois, auxquels s'ajoutent ses indemnités d'élu et sa retraite d'ancien député. Au total, 15 000 € mensuels. Mais comme il aime à le dire, c'est la politique qui l'intéresse le plus. Si les électeurs le veulent bien, Georges Fraîche se voit au pouvoir. Encore 10 ans. Dans 15 jours, nous allons aborder un thème qui, je suis sûr, va vous intéresser. De nouveaux produits et de nouveaux services qui vont changer votre quotidien font en ce moment leur apparition sur le marché. Nous vous proposerons une enquête en pleine actualité sur la guerre des renseignements téléphoniques. Le bon vieux 12 va disparaître le 3 avril prochain pour laisser place au 118. Vous avez d'ailleurs sans doute remarqué toutes les pubs qui sont faites pour ces nouveaux numéros. Alors, qui va gagner cette bataille ? Allez-vous en profiter ? Numéro demandé est le... Alors voilà. Il y a 3 ans, je payais 56 centimes pour le même service. Aujourd'hui, je paye 90 centimes avec le 12. Et demain, je paye 1,40 €. Nouveaux produits, nouveaux services, ils révolutionnent le commerce. C'est dans 15 jours, dans Capital. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec François Ducroux, Laurent Huberson, Thibaut de Barberac, Jérôme Dindar, Emmanuel Leclerc et Pénélope Ponté. Tout de suite, enquête exclusive avec Bernard de la Villardière sur les trafics d'enfants. Bonsoir et bonne semaine. Réagissez à l'émission dans le Forum Capital sur m6.fr.